Point suivant de notre ordre du jour, les comptes rendus d'événements dans l'aviation civile. Notre rapporteure est Christine de Veyrac, à laquelle je passe immédiatement la parole. Président, chers collègues, si l'Union européenne a su se doter en 2010 d'une législation efficace en termes d'enquête sur les accidents d'avion pour déterminer l'origine d'un crash, il semble aujourd'hui nécessaire d'adopter de nouvelles règles permettant de renforcer la prévention des accidents. Et le but de cette proposition est de tirer les leçons des incidents survenus pour lutter contre de possibles accidents tragiques. Pris isolément, ces événements peuvent être jugés mineurs, mais une combinaison malheureuse et dangereuse de plusieurs incidents peut conduire à une catastrophe et, vous le savez, on l'a souvent vu dans les accidents d'avion, il n'y a jamais une seule cause. Voilà pourquoi en 2003, nous mettions en œuvre les bases d'une législation permettant aux praticiens, c'est-à-dire les pilotes ou encore les contrôleurs aériens par exemple, de signaler eux-mêmes un incident, une erreur, par le biais d'un compte-rendu, permettant ensuite à des experts d'identifier les mesures pour éviter que cela ne conduise à l'avenir à un accident. Après 10 années de mise en pratique, les limites de cette directive sont aujourd'hui clairement identifiées et la proposition de règlement que nous allons discuter vise à y répondre. En pratique, la première chose à faire pour prévenir des accidents, c'est de collecter des informations sur les incidents survenus dans l'espace aérien. Premièrement, pour que des données soient collectées, il faut tout d'abord que le personnel qui identifie sur le terrain un incident, c'est-à-dire une erreur qu'il a potentiellement lui-même commise, ait envie de le notifier de son propre gré. Et donc le facteur humain est à la base du système et il convient d'assurer à cet acteur que, sauf faute grave, il ne pourra pas être puni pénalement ou par sa hiérarchie pour avoir contribué à cet incident. Et cet environnement de confiance, qu'on appelle aussi la culture juste, doit être renforcé dans l'Union. On constate en effet aujourd'hui qu'il y a de fortes disparités dans le nombre d'incidents déclarés selon les États membres ou les organisations, et il est important qu'un employé de ce secteur, où qu'il soit dans l'Union, puisse rendre compte d'un incident sans craindre d'être inquiété et dans le seul but de contribuer au renforcement de la sécurité. Et la personne qui rapporte ne doit pas craindre que son rapport puisse faire l'objet de sanctions par sa hiérarchie. Et l'articulation entre justice et sécurité aérienne doit donc être clarifiée pour une même interprétation dans toute l'Union. Et c'est d'ailleurs un des points essentiels de cette proposition. Nos actions doivent se concentrer sur l'assurance que les mesures proposées soient suffisantes. Par exemple, si un employé considère qu'il a été renvoyé en raison d'une notification d'un événement, c'est-à-dire en infraction avec cette proposition législative, alors il doit avoir la possibilité de porter l'affaire devant un mécanisme de recours. Et on pourrait par exemple préciser les contours de ce mécanisme pour s'assurer de son indépendance et de son efficacité. De même, nous devrions définir plus précisément la notion de négligence grave afin que tous les employés puissent bénéficier d'une protection identique dans tous les pays de l'Union. Le renforcement d'une culture juste est primordial et la Commission a ici lancé des pistes de réflexion intéressantes, mais je crois qu'on doit aller plus loin pour développer un environnement de confiance. La confiance des employés repose aussi sur la protection des données collectées et nous devrions nous assurer que le niveau ici proposé est suffisant. Deuxièmement, collecter des informations, c'est la base, mais encore faut-il pouvoir les utiliser ensuite pour prévenir des accidents. Et ici, tous les acteurs s'accordent sur le besoin d'améliorer la qualité des données collectées et d'en assurer la lisibilité par chacun. Et pour que ce système proactif soit efficace, les autorités doivent pouvoir analyser les informations pour proposer des mesures correctives aux problèmes identifiés. Troisièmement, la sécurité a bien entendu un prix et demande des efforts à chacun. Mais à mon sens, si nous décidons de revoir les règles existantes pour un système plus efficace, alors il faut nous assurer, nous parlementaires, que la boucle soit bouclée. Demander aux acteurs de mieux rendre compte, d'améliorer la collecte et l'échange d'informations, c'est une bonne chose, mais sans une analyse efficace de ces données en bout de chaîne, tous ces efforts seront inutiles. Et les problématiques de sécurité aérienne vont bien au-delà des frontières nationales, on le reconnaît tous,
et on est tous d'accord pour reconnaître la pertinence d'une analyse à cet échelon. Voilà pourquoi il nous faut renforcer l'analyse au niveau européen. Et l'AESA, qui préside le réseau d'analystes, a d'ailleurs ici un rôle central à jouer. Quatrièmement, actuellement, la législation donne une liste d'exemples d'événements que les personnels doivent obligatoirement déclarer aux autorités compétentes. Et en parallèle, ils peuvent aussi rendre compte d'autres incidents qu'ils jugent eux-mêmes importants, et cela via un système de compte-rendu dit volontaire. Et la pratique a montré que pour avoir un encadrement juridique clair, on ne peut donner une liste d'exemples, mais une liste précise pour que chacun sache clairement ce qu'il est obligé de déclarer. Et sur ce point d'ailleurs, je soutiens l'inclusion de l'aviation générale dans le champ d'application, comme je l'indique dans mon document de travail. Il semble toutefois nécessaire de simplifier les obligations pour l'aviation légère de loisirs, par exemple. Vous conviendrez qu'il ne serait pas cohérent d'imposer une même liste d'événements à des gros porteurs et à des dirigeables. Et donc cette liste d'incidents doit être exhaustive, mais adaptée. On le sait tous, le risque d'une liste exhaustive est l'oubli d'un événement. C'est pourquoi si en parallèle, les données collectées via le système volontaire sont elles aussi échangées entre les acteurs, alors le réseau d'experts présidé par l'AESA pourra rapidement identifier un besoin de mise à jour de la liste. On explore d'ailleurs la possibilité que ce réseau soit consulté systématiquement avant chaque mise à jour de la liste. Il nous faut une approche dynamique du système. Le réseau doit par exemple pouvoir inviter autour de la table des représentants d'organisations ou de notifiants concernés par un type d'événement lorsqu'il le juge nécessaire. Et enfin, pour terminer, cinquièmement, le projet de règlement doit aussi permettre aux États membres et à l'AESA de partager ensemble les informations qu'ils collectent. En effet, il n'est pas normal, pour prendre un exemple, qu'aujourd'hui un État membre ne soit pas informé en détail des circonstances d'un événement, d'un incident survenu dans son espace aérien, sous prétexte que l'avion est immatriculé dans un autre État membre. Et l'essentiel reste que nous puissions disposer d'une image claire et complète des risques pour la sécurité des usagers, afin de les corriger. Voilà, j'espère que les échanges d'aujourd'hui nous permettront d'identifier les pistes de travail que nous devrons explorer dans les semaines à venir. Je vous remercie. Thank you, Mrs. De Verac. Merci, Madame De Verac. Merci. Le rapporteur fictif n'est pas en mesure d'être à la réunion d'aujourd'hui et il m'a chargé de me prononcer pour notre groupe sur ce sujet. Je remercie le rapporteur tout d'abord, Madame De Verac. C'est un rapport important. Elle a déjà soulevé l'importance de certaines affaires, en particulier la question de d'un système juste. Il faut que d'une culture juste, il ne faudrait pas que les notifiants soient soumis à des représailles. D'autre part, la question de grave négligence. D'autre part, la remontée des informations pour que les notifiants se rendent compte de l'importance de leur action. Donc ce sont des points importants. Le document de travail, d'autre part, comporte un certain nombre de lacunes. La proposition de la Commission doit tenir compte des pratiques actuelles, en particulier le système de rapportage qui a été mis en place dans le cadre de l'AESA. Il y a des règles d'application. Bon, moi j'ai l'impression que l'AESA n'a pas suffisamment participé à la rédaction de ce sujet. Bon, nous avons toujours été en faveur de la création de cette agence chargée de la sécurité en Europe. Donc il faut être cohérent avec nous-mêmes en ce qui concerne le processus législatif. Je pense que l'AESA doit participer à toutes les étapes du processus législatif, doit pouvoir apporter son expertise en ce qui concerne ce règlement sur la notification des incidents. D'autre part, il y a l'aviation non commerciale. Le champ d'application, ce sont tous les aéronefs, sans tenir compte des particularités de l'aviation non commerciale, véhicules, avions ultra-légers, planeurs, autres types d'avions. Donc je pense qu'ils doivent être tous couverts.
Et je pense que là aussi, et en ce qui concerne la notification des incidences pour ces avions, je pense qu'elles doivent être proportionnées. Cela est dans le droit fil d'ailleurs de la stratégie globale en matière de sécurité. Donc je demande au rapporteur de bien vouloir tenir compte de ces observations et je pense que notre coopération se déroulera le mieux possible. Merci Monsieur Kachin pour le groupe libéral. Merci Monsieur le Président. Chers collègues, Madame le rapporteur, c'est avec le plus grand plaisir que je coopère de nouveau avec Madame de Veyrac. Je sais par expérience qu'elle est experte, qu'elle a de la patience, qu'elle a la volonté du compromis en commission et qu'elle est une négociatrice ferme en ce qui concerne les trilogues. Mon groupe, donc, entend coopérer de façon positive. Bon, je pense effectivement qu'il faut mettre l'accent sur la prévention. Bon, je pense que l'analyse des accidents est très détaillée, mais je pense qu'en ce qui concerne la notification des incidents, il y a encore beaucoup à faire. On peut faire beaucoup de progrès. Et je pense qu'il faut être volontariste. Je pense qu'il faut inciter les États membres à faire ce travail, à analyser ces incidents. Et il est important, d'autre part, de protéger les notifiants. Il est bien évident que c'est crucial pour le bon fonctionnement du système. Bon, dans certains cas, les choses ne sont pas faciles. Les compagnies aériennes, souvent, sont tentées d'économiser. Il y a des compagnies low cost, par exemple, qui réduisent les réserves de carburant, avec tous les risques que cela peut impliquer. Eh bien, je pense que nous devons être aux côtés de ceux qui misent surtout sur la sécurité, au risque éventuellement d'être pénalisés par leurs employeurs. De nombreuses associations nous ont contactés, organisations qui représentent ceux qui ne seraient pas inclus dans le champ d'application ou qui ont leur propre idée sur ce qui doit faire l'objet de la notification. Je les ai écoutées, ces associations, j'ai pris bonne note de ce qu'elles ont dit et nous en discuterons avec le rapporteur en temps voulu. Je pense que tout doit être couvert. Tout ce qui vole, tout ce qui transporte des personnes risque un crash et peut entraîner des victimes. Il est bien évident que les règles qui s'appliquent aux grandes compagnies aériennes ne sauraient être appliquées aux avions de tourisme, planeurs et autres aéronefs de petite taille. Alors je suis à disposition du rapporteur, de même que les autres rapporteurs fictifs, pour travailler dans un esprit constructif. Je vous remercie, Madame Bossam. Merci, Monsieur le Président. Merci beaucoup à Madame de Veyrac pour commencer, à notre rapporteur. Vous vous souviendrez que j'étais rapporteur pour la première directive en 2003. Et je pense que le Parlement a fait un très bon travail à l'époque. Et c'est à cette époque que nous avons introduit les rapports obligatoires dans l'ensemble de l'Europe. Alors nous n'allons pas revenir sur la question des rapports facultatifs auxquels certains pays restent attachés. Visiblement 10 ans ont passé entre-temps. Et visiblement, je pense qu'on peut améliorer le modèle, en particulier en ce qui concerne le contenu de ces rapports. Bon, il y a la partie obligatoire de ces rapports, les choses sont claires sur ce point. Au Royaume-Uni, de nombreux rapports sont beaucoup plus circonstanciés que ce n'est le cas en Allemagne. Donc il reste encore de vastes différences entre pays. Je ne critique pas ici l'Allemagne particulièrement, je constate simplement que les règles ont été interprétées de façon différente et que les obligations de rapport varient d'un pays à l'autre. Deuxième point. Bon, il n'y a pas simplement la question de la culture juste. Bon, il faut bien voir effectivement que certains ont peur de notifier. C'est indéniable. Et je constate que nous avons progressé en ce qui concerne la culture juste dans le domaine de l'aviation, que les choses se sont mises en route, que les rapports qui sont publiés actuellement sont de très bonne qualité. Donc ça, c'est positif, il faut aller de l'avant. En ce qui concerne maintenant la proposition de la Commission, à l'instar de ce que vous venez de dire,
Je pense que certains points ne sont pas satisfaisants. Lors de la première directive, nous nous étions mis d'accord. L'AESA n'existait pas. Entre-temps, nous avons décidé de mettre sur pied cette agence. Donc, je pense qu'il faut vraiment en tenir compte. Elle existe entre-temps. On ne peut pas passer outre. On ne peut pas faire cela sans elle. D'autres l'ont dit. Bon, en ce qui concerne les règles de mise en œuvre, en ce qui concerne l'application de tout cela, je pense qu'il est absolument indispensable de faire participer l'agence européenne. Faute de quoi, cela partira dans tous les sens et les uns feront autre chose que les autres. Nous avons une agence européenne de la sécurité aérienne et à partir du moment où nous l'avons, bon, je pense qu'il faut effectivement qu'elle joue son rôle, indépendamment des autorités qui peuvent exister au niveau national. Alors, j'ai l'impression, quant à moi, que la Commission se charge de faire plein de choses ici qui relèvent en fait de la compétence de l'agence européenne auquel il conviendrait de gonfler tout cela, parce que d'autant plus que cela risque de faire un double emploi. En ce qui concerne maintenant le réseau d'analystes, il faudrait peut-être également y faire référence. Il faudrait peut-être se mettre d'accord pour savoir qui fera cela. Je pense qu'il faut garantir que nous ayons de véritables experts avec donc les connaissances voulues. En ce qui concerne maintenant l'information, on parle d'employés individuels. Alors, je ne vois pas du tout comment cela pourrait fonctionner dans le document de la Commission. Bon, de toute façon, il y a les rapports annuels de l'AESA, ce qui est une bonne source d'information pour le public, me semble-t-il, voire suffisant. D'autre part, la Commission se penche, enfin parle de la définition du risque, d'une définition commune du risque. Alors là aussi, je trouve que ce que la Commission est un peu curieux en ce qui concerne la collecte des rapports. Là aussi, j'ai l'impression que c'est inutilement compliqué et que cela va alourdir et retarder le processus. Alors, dans la directive d'origine, article 5, il s'agit de système facultatif. Entre-temps, on nous parle de système obligatoire facultatif. C'est un oxymore, me semble-t-il. Il faudrait quand même savoir où on en est. Il y a des systèmes volontaires, il y a des systèmes facultatifs définis par un certain nombre d'États membres. Le Royaume-Uni l'a fait en 92 avec des chaînes de commandement définies. L'employé donc passe par la chaîne de commandement, décide comment il notifie, mais ce n'est pas du tout la même chose qu'un système obligatoire. Cela n'a rien à voir. Donc je pense qu'il faut vraiment que tous les États membres s'y mettent. Bon, moi je pense que tous les États membres maintenant se mettent au rapport obligatoire, qui est la meilleure façon de faire de la prévention, me semble-t-il. Voilà donc dans un premier temps ce que je voudrais dire sur ce rapport. Notre rapporteur a bien dit ce dont il s'agissait. Il ne faut pas compliquer inutilement les choses. Il s'agit simplement de faire appliquer ce qui existe actuellement. Et puis j'avais quelques remarques à ajouter. Je demande au rapporteur d'en tenir compte. J'espère avoir une réponse de la Commission sur ces différents points. Étant entendu, me semble-t-il que nous sommes tous unis par le même objectif. Je veux dire, l'aviation commerciale en Europe est une activité parfaitement sûre. Ce qui compte maintenant, effectivement, c'est que chacun se sente libre de pouvoir notifier lorsqu'il y a des incidents, des problèmes, sans craindre quoi que ce soit. Et les choses ne sont pas aussi faciles qu'il y paraît. Donc je remercie encore une fois le rapporteur de son excellent travail et je pense que nous allons poursuivre ce débat. Merci. Je ne vous avais pas vu, chers collègues. Je vous prie de m'excuser, mais vous avez la parole maintenant. Parfait, merci. Bon, le débat est tout à fait passionnant sur ce point, bien évidemment, et je remercie le rapporteur.
qui nous a présenté un certain nombre d'idées. Bon, ceci dit, ce que je constate, c'est que tous les acteurs devraient avoir à cœur d'avoir un système qui fonctionne bien. Système qui permette de résoudre les problèmes en amont, de faire donc de la prévention. Cela paraît logique, c'est ce qu'on pourrait penser. Or, nous constatons qu'au niveau de la collecte des informations en ce qui concerne les incidents, les problèmes sont multiples. Vous avez d'abord cette espèce d'esprit de corps, dirais-je, qui veut que l'on n'admet pas que des erreurs soient commises. Donc je pense effectivement qu'il faut viser une autre culture. Ce n'est qu'ainsi que nous pourrons progresser en termes de sécurité. Il faut que les choses bougent. Et les choses ne bougeront que si les notifiants ont la garantie qu'ils ne subiront pas des désavantages. Bon, alors nous vivons en crise économique, les employeurs font de plus en plus pression sur leurs salariés. Certains anticipent d'ailleurs ces pressions et s'abstiennent de notifier et s'abstiennent de coopérer pour cette raison. En d'autres termes, il est impératif vraiment de garantir la position des notifiants, parce que c'est grâce à eux que la sécurité progresse, mais il faut que ces personnes aient la garantie d'être dûment protégées, faute de quoi rien ne bougera. Deuxième remarque. Inclusion dans le champ d'application des vols privés. Bon, si nous voulons que ce règlement ait une véritable valeur ajoutée, il faut effectivement que tout cela soit dans le champ d'application. Ceci dit, je vois un obstacle d'ordre psychologique en la matière. Qui ose admettre des erreurs, surtout lorsqu'il s'agit de son propre gagne-pain? C'est ce que je vois, par exemple, en ce qui concerne les poids lourds. Vous avez un pneu qui éclate et puis le chauffeur de poids lourd vous dira « mais cela ne m'empêche pas de rouler ». Donc il y a un véritable problème ici de négation de certaines réalités. Donc il faudra rediscuter de tout cela dans le détail. Bon, alors, collecte des données, parfait, très bien. Ensuite, quel sera le traitement de ces données ? Bon, il ne faudrait pas que tout cela se fasse dans la plus grande opacité. Il ne faudrait pas que l'industrie puisse infléchir sur la façon dont ces données seraient traitées. Selon l'importance des transporteurs, il pourrait en quelque sorte faire passer tout cela à la trappe. Donc il faudra regarder de très près, voir en particulier quel pourra être le rôle de l'AESA en la matière dans ce domaine. Voilà, donc chacun a intérêt à la transparence, néanmoins des intérêts bien concrets existent, ne l'oublions pas, qui peuvent s'opposer à ce but. Donc c'est dans cet esprit que nous nous prononcerons sur cette proposition de la Commission et que nous définirons notre position. En tout cas, je remercie d'ores et déjà la rapporteure qui a présenté déjà un certain nombre de points fort importants. Monsieur Kuhn. Monsieur le Président, merci. Je remercie notre rapporteure, Christine de Veyrac. La notification d'incidents dans l'aviation civile est le préalable indispensable à la sécurité de l'espace aérien européen. Est impératif si nous voulons d'autre part bien utiliser nos capacités. Il est indispensable que ces incidents fassent l'objet d'une notification, qu'il y ait plus de notifications au Royaume-Uni qu'en Allemagne, je le veux bien. Cela peut s'expliquer par différents facteurs. En tout cas, il est en tout cas impératif que ces notifications soient analysées, que l'on étudie les raisons techniques de ces incidents. Voilà ce qui compte.
Alors, avec toutes les conséquences que ça peut avoir, en particulier sur la formation des personnels, ce qui nous amène à nous demander comment concevoir la sécurité fonctionnelle, en particulier en ce qui concerne ces blocs d'espace aérien fonctionnels. Et donc, il faudra voir ce que nous voulons en la matière et comment cela peut fonctionner. C'est important en termes de sécurité aérienne et de constitution d'un véritable espace européen. Mais tout se tient. Et nous reviendrons d'ailleurs sur ces sujets à propos des points suivants de l'ordre du jour, en fait. Monsieur Meissner. Je serai brève. En effet, beaucoup de points importants ont déjà été soulevés. De quoi s'agit-il? Et d'ailleurs, je crois que la rapporteure l'a déjà dit précédemment. Il faut que l'ensemble des analyses des incidents aient un effet préventif. Il faut mieux utiliser l'espace aérien et il faut, si vous voulez, que tous les objets volants, entre guillemets, soient couverts, que ce soit les planeurs ou autres. Enfin, les ovnis, je ne sais pas si on peut vraiment en parler, mais enfin, pour le reste, je crois qu'il est très important que tous soient couverts, mais avec un principe de proportionnalité. Pour les grands appareils de ligne, je suis certain que les mesures préventives doivent être différentes que pour les petits avions privés ou bien les petits avions de loisirs. Mais d'après ce que j'ai entendu, en tout cas, il me semble que l'approche est équilibrée et raisonnable. Merci. Mr. Kramer, Monsieur Kramer. Oui, je voulais revenir un instant sur un autre point que nous poursuivons depuis des années. Depuis 3 ans déjà, nous avons adressé des questions à cet égard à la Commission. Je voudrais savoir ce qu'il en est des fume events, c'est-à-dire des substances toxiques qui pourraient être répandues dans les cabines. Nous avons entendu plusieurs incidents. Heureusement, il n'y a pas eu d'accident. Mais des pilotes ont manqué de perdre connaissance et ont dû atterrir d'urgence. Or, c'est un sujet qui, et nous au Bundestag, a été évoqué. Notre propre ministre allemand des Transports, qui n'est pas vraiment un vert par nature, a dit qu'il faudrait quand même savoir de quoi il retourne ici. Oh, nous n'avons peut-être pas de ciel unique européen en Europe, mais vous avez même des appareils qui ne volent pas qu'au-dessus du territoire français ou allemand, mais partout ailleurs. Donc l'atmosphère dans la cabine aérienne est très importante, que ce soit en Europe ou ailleurs. Et la Commission nous a dit qu'il n'y a pas de difficulté il y a 3 ans. Alors je voudrais savoir où on en est, parce que nous n'avons pas de définition claire et pas non plus de fiabilité, de données de fiabilité à cet égard. Que ce soit grave ou pas, il n'y a pas de tableau de fiabilité, on ne dit rien, on n'en dit rien. Donc on continue comme avant. Donc je crois qu'il faut un aspect contraignant, une définition contraignante de ces incidents de présence de substances toxiques dans la cabine aérienne. Parce que je crois qu'on risque de devoir se réveiller une fois qu'il y aura eu un accident, et c'est ça qui est grave. Donc il faudrait avoir des données fiables, des définitions fiables de ce type de phénomène, et je crois qu'il faut que la terminologie soit très claire. Il ne faut pas que la Commission et M. Kallas maintiennent le couvercle sur ce point. Vous connaissez ce type d'exemple, ce type de problème, vous devez prendre l'initiative. C'est un danger sérieux. Si vous avez par exemple des substances toxiques qui mènent à des maladies ou à des décès, ça peut être très grave. L'association des pilotes a fait état de tel type d'incident. Et il y a eu des enquêtes, on attend encore des définitions, mais il y a eu des quasi-accidents qui doivent nous inciter à agir. De là, ma question à la Commission, que faites-vous sur ce dossier spécifique? Et à Madame le rapporteur, une question, est-ce que vous voulez bien intégrer ceci dans votre rapport? Parce que je crois que c'est quelque chose qui nous préoccupe énormément, mais qui est assez récent. Thank you very much, Mr. Merci beaucoup, Monsieur Kramer, pour la Commission. Monsieur Cornelis. Thank you very much, Mr. Chairman. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Tout d'abord, félicitations à votre rapporteur, Madame de Veyrac, pour cet excellent document de travail qui reprend de façon très claire les éléments essentiels de ce règlement et les différents défis qui se posent.
Merci aux députés qui ont pris la parole. Merci de leur contribution. Merci d'avoir insisté déjà sur toute une série de points qui sont très importants aux yeux du Parlement. Comme cela a été dit par Mme Costa en particulier, nous avons déjà une législation en la matière. Nous avons une directive qui est en vigueur depuis 10 ans. Il ne s'agit pas ici de quelque chose de nouveau, donc nous essayons de mettre à jour un élément qui était particulièrement important, la notification en particulier en termes de sécurité, c'est très très important, étant donné que nous avons de plus en plus une approche basée sur le risque en matière de sécurité. Nous avons besoin donc d'informations quant aux endroits où se cachent les risques, etc. Tous ceux qui ont pris la parole aujourd'hui ont vu tout cela d'un œil positif. Nous nous en félicitons. Ce que nous voulons, donc ici, ce n'est pas inventer à nouveau la roue ou l'eau chaude. Nous voulons améliorer les choses pour toute une série de points, pour faire en sorte que ce soit plus efficace et pour que la sécurité soit meilleure. Ce sont justement ces points-là que vous avez mis en exergue. J'insiste sur 4 points de mon côté. Tout d'abord, nous devons faire en sorte que du côté des professionnels de l'aviation, on soit en mesure de notifier s'il y a eu des erreurs, des accidents, etc. Donc, il faut favoriser cette culture de la notification. La Commission prévoit une législation qui prévient toute punition vis-à-vis de ces personnes quand elles notifient des cas d'accident, etc. Il ne s'agit pas d'impunité, évidemment. Et ensuite, ceux qui dénoncent ce cas d'accident, etc., doivent être protégés quant à toute poursuite de la part de l'employeur ou de l'État, etc. Bon, il faut évidemment qu'il y ait des codes internes qui soient adoptés dans chaque profession pour éviter qu'il y ait des cas d'abus. Tous ces points ont été mentionnés par tous les députés. Je dois dire que c'est un des débats particulièrement importants que nous avons avec les États membres. En effet, il y a toute une série de traditions, de principes qui sont en jeu ici, du point de vue du pénal et du civique. Donc, il est bon d'avoir cet élément de culture qui émane de cette disposition. Autre point essentiel, nous voulons mettre sur pied des mécanismes qui nous permettent de bien utiliser ces informations. Donc, nous avons prévu de nouvelles obligations afin d'analyser ces informations en termes de sécurité et pour faire en sorte que les actions de sécurité et de prévention soient prises pour réagir à ces notifications, ce qui n'était pas prévu dans les dispositions actuelles. C'est pour cela peut-être que la législation actuelle, le cadre actuel n'est pas suffisamment efficace. Troisièmement, nous promouvons un meilleur échange d'informations entre les États membres, également avec l'EASA. Pour le moment, ces rapports, ces informations ne sont pas pleinement partagées au niveau de l'Union européenne ou entre États membres. Nous parlons ici de cas qui ont eu lieu dans leur espace aérien, mais qui n'ont pas fait l'objet de notifications dans d'autres pays. L'EASA n'a pas accès non plus aux informations quant à ce qui se passe dans des zones de compétences spécifiques. Donc il faut absolument réagir à la situation. Comme cela a été dit par plusieurs députés, le rôle de l'EASA est essentiel quand il y a des notifications de cas. Je peux vous dire qu'il n'y a pas de contradiction entre cette disposition et ce qui fait l'objet d'une disposition de mise en œuvre technique de 16/2012. Vous savez qu'il y a des exigences de notification, mais c'est particulièrement spécifique. Donc, pas d'opposition. Au contraire, c'est même complémentaire. Nous avons d'ailleurs ici maintenant un système horizontal par rapport aux dispositions déjà en vigueur et aux règles de mise en œuvre de l'EASA. D'ailleurs, nous donnons à l'agence un rôle beaucoup plus central dans le système, ne serait-ce que pour l'accès à toutes les notifications, à tous les rapports. Ensuite, nous disons que l'agence
doit avoir accès à ces rapports et doit en tirer les conclusions nécessaires. Donc il s'agit ici de sensibilisation, de notification, etc. Et enfin, nous disons qu'il faut créer un réseau d'analystes de questions de sécurité qui doivent se rencontrer à Cologne et qui doivent faire cela communément avec le secrétariat de l'EASA. Et alors, quatrième point, dans la proposition, nous disons qu'il y a toute une série de choses à faire au niveau national, par les États membres et par l'industrie, mais que nous avons besoin d'un réseau au niveau européen. Un réseau composé d'experts d'États membres avec une coordination de l'EASA. Il s'agit d'analyser tous les cas qui se produisent en termes de sécurité. Tous les cas qui doivent être analysés et qui doivent déboucher sur des politiques de sécurité et de sûreté au niveau européen. Nous sommes convaincus du côté de la Commission que cela nous permettra de mieux prévenir les accidents, les catastrophes aériennes et la sécurité donc des passagers. Nous espérons bénéficier du soutien du Parlement européen. Ce sera une bonne chose pour tous les citoyens. Un point maintenant, si vous le permettez, que je n'ai pas abordé, enfin que les députés n'ont pas mentionné concernant le rôle de l'EASA. Vous avez mentionné l'aviation générale, l'aviation légère, mais vous êtes d'accord pour dire que ce secteur également doit être couvert. Nous devons passer d'un système un peu moins prescriptif à un système qui responsabilise un peu plus les pilotes. Pilotes qui doivent notifier eux aussi les incidents qui se produisent, les cas spécifiques, parce que évidemment nous ne parlons pas de transport aérien en tant que tel, nous parlons d'aviation qui certes n'est pas une aviation pour transporter des passagers, mais qui mérite quand même que l'on fasse cet exercice de notification. Merci. Merci. Je ne pense pas que vous avez répondu à la question de M. Kramer. Yes, Chairman, sorry. Oui, Monsieur le Président, désolé. Pour la qualité de l'air en cabine, il y a une question parlementaire qui a été posée. Il y aura une réponse qui vous sera produite sous peu. Évidemment, nous avons consulté l'agence. C'est son rôle de se pencher sur cette question. L'agence a fait son travail, a fait toute une série de mesures dans les aéronefs. Bon, nous ne sommes pas à des conclusions définitives, si je puis m'exprimer ainsi. Donc pour le moment, nous en restons à ce stade. Il n'y a pas suffisamment de preuves à l'heure actuelle pour décider dans un sens ou dans l'autre. Il se peut que d'autres éléments voient le jour. De toute façon, l'agence suit ce dossier. Nous savons tous que c'est un sujet particulièrement sensible dans certains États membres, donc ce ne sera pas un point balayé sous le tapis. Dans la notification des incidents, on peut dire que tout ce qui concerne la qualité de l'air en cabine sera couvert par cet exercice. Donc c'est un bon exemple de l'importance de la notification pour l'élaboration des politiques à venir. Je pense que M. Kramer veut revenir à la charge. Ce n'est pas le problème d'un État membre unique, M. Cornelis. Un État membre examine la situation, l'autre ne l'examine pas parce qu'il estime qu'il n'y a pas de problème. Alors, est-ce que vous attendez qu'il y ait un accident pour agir? Voilà 3 ans que nous on se penche sur la question. Et les pilotes aussi qui évoquent la situation sont discriminés. Ils doivent avoir le courage déjà d'évoquer ces difficultés, de faire examiner ces questions. Et ils ont peur de le faire, sinon ils perdent leur job. On ne peut plus attendre. Alors, de grâce, n'attendez pas qu'il y ait des accidents, parce que vous serez co-responsable, et je vous le dis ici, devant tout le monde.
Avez-vous quelque chose à ajouter après cela? Non? Bon. Can I just get clear though what you said, Monsieur Cornelis, vous nous dites que ces incidents de qualité de l'air en cabine feront l'objet du système. C'est bien ça, parfait. Madame de Verac. Merci Monsieur le Président. Je vous remercie de m'avoir fait part de vos premiers commentaires sur ce dossier qui montrent que nous y accordons tous le même intérêt et pour rendre ce texte le plus efficace possible. Sur le champ d'application, il faut trouver un équilibre. Bien entendu, ce règlement doit s'appliquer à toute l'aviation, mais bien entendu aussi, il ne peut pas y avoir les mêmes règles pour l'aviation, pour les gros porteurs et pour les tout petits avions ULM et autres. Sur l'Agence européenne de sécurité aérienne, bien entendu, l'objectif n'est pas d'exclure l'AESA qui, comme je l'ai dit, doit jouer un rôle central. L'AESA, d'ailleurs, préside le réseau d'analystes européens qui, à mon sens, devra jouer un rôle central dans l'analyse. Et je crois qu'on devrait tous travailler ensemble pour qu'elle ait tout son rôle. On a tous été d'accord sur le fait d'accorder une protection la plus grande possible aux notifiants, et pour la simple raison qu'ils assumeront leurs erreurs si les pilotes, par exemple, sont certains d'être protégés. Et donc tout l'objet de ce texte, c'est d'assurer une bonne culture juste. Et nos efforts doivent vraiment porter là-dessus, ainsi que sur le fait, comme en a parlé Werner Kuhn, d'aller au bout de la logique qui est de s'assurer que les données sont analysées. Monsieur Kramer, sur l'incident dont vous avez parlé, il me semble que c'est aux experts de décider s'il sera dans la liste ou non, mais c'est des choses qui doivent être dans la liste et non pas dans le règlement lui-même. Enfin, la liste fait partie, c'est une annexe du règlement. Voilà, j'ai aucun doute sur le fait qu'on devrait parvenir à une position forte du Parlement européen et qui permette ainsi de renforcer effectivement la sécurité aérienne. Et en tout cas, merci pour toutes vos contributions. Thank you very much. Can I just... Merci. Calendrier, chers collègues. Présentation du projet de rapport, 17 juin. Pour les amendements, le 27 juin. Vote en commission, 17 septembre, plénière, octobre ou novembre. C'est à confirmer. Donc, 17, présentation du rapport et le 27 juin pour la présentation des amendements avec un vote en commission le 17 septembre. Merci.